Merci beaucoup donc à notre invitée, Gillian Kant, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, le webinaire est proposé dans le cadre de la démarche Oasis, qui a été lancée par la ville de Strasbourg. Il y a aujourd'hui 68 écoles et crèches qui sont concernées par la démarche Oasis, donc soit qui ont déjà leur nouvelle cour, soit qui sont encore engagées dans le processus de concertation. Donc, c'est quand même quelque chose qui est maintenant tout à fait conséquent au niveau de la ville de Strasbourg. Et donc, ce webinaire est proposé comme d'autres supports d'information et de sensibilisation pour s'approprier pleinement les enjeux de la démarche Oasis, de comprendre les bénéfices qu'apportent ces nouvelles cours pour les enfants et puis pour l'ensemble des usagers de la cour, y compris bien sûr les adultes, équipes enseignantes périscolaires, voilà, toutes les parties prenantes d'une cour d'école. Donc on a prévu à peu près 1 heure, aux 3/4 d'heure et 1 heure d'intervention de notre invitée, Gillian Kant. Et après, il y aura un temps de questions-réponses. Je vais laisser Gillian se présenter rapidement. Donc, je me présente. Bonjour, je suis Gillian Kant. Aujourd'hui, j'étame ma dernière année de doctorat à l'Université de Strasbourg. Alors, je suis en STAPS, en activité physique et en sciences de l'éducation. Mais pas que. Je suis aussi fondatrice d'une crèche parentale à Strasbourg qui s'appelle Giving Tree, que j'ai commencé en 2013. Et récemment, j'ai travaillé sur un projet qui était de faire une crèche nature. Donc, je suis très dans la petite enfance, mais je pense que quand on parle du sujet de petite enfance ou même l'enfant, il faut vraiment voir ça de manière holistique. Donc, on aimerait bien aujourd'hui situer ce sujet vraiment pour les enfants, même primaires et au-delà. Voilà, donc je vais continuer. Peut-être je peux juste ajouter que donc, je suis britannique-canadienne, j'ai grandi aux États-Unis, beaucoup en Amérique du Nord. Ça fait 25 ans que je suis à Strasbourg et lors de mes études et ces derniers 15 ans, j'ai visité pas mal de pays. Donc, la Scandinavie, l'Allemagne, partout en Europe. Et j'ai passé pas mal de temps aussi au Canada et aux États-Unis à regarder comment font les autres. Voilà, en plus de mes expériences dans les structures que j'aurais fondées. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire en 5 parties, de faire quelques constats, pourquoi s'intéresser à cette végétalisation, en fait, ce qu'on va nommer la nature pour les enfants. C'est un débat, j'aimerais bien en discuter avec vous aussi sur votre appréciation de la nature qui est maintenant dans vos cours, en fait, qui était aussi autrefois, mais qui aujourd'hui est peut-être plus vert, plus vivant, on en parlera. Après, j'aimerais bien évoquer cette notion de dehors, comment ce lieu est un fabuleux lieu de socialisation et d'expérimentation. Et pour en parler de ça, j'aimerais bien évoquer une théorie, pas pour être trop académique, mais quand même en parler de quelque chose qu'on nomme les affordances. C'est une théorie qui existe depuis une quarantaine d'années et qui se base sur cette notion de pouvoir percevoir qu'est-ce qu'on perçoit dans notre environnement qui agit sur nous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on rentre en relation avec. Et puis après, j'aimerais bien partager dans un dernier volet quelques idées d'ailleurs, comment ça fonctionne dans d'autres pays pour partager ces expériences et comment l'enfant est acteur dans les projets. Voilà, donc on y go, si ça vous va. Donc quelques constats, c'est une image que j'ai eu permission d'utiliser de Ariana, qui a fait un guide qui s'appelle donc Grandir dehors et qui était assez qui illustre bien, ou bien en tout cas qui met une grande juxtaposition les enfants d'autrefois, des années 50, on va dire, la guerre de beau temps par rapport à les enfants aujourd'hui, les enfants de l'intérieur qui passent beaucoup de temps à imaginer l'extérieur à travers les écrans et à travers voilà, leurs fenêtres. Donc, cette modification, on peut le constater à travers des études qui ont été réalisées, qui remontent il y a déjà 20 ans,
qui constate que les enfants vont sortir 2 fois moins que leur mère à même âge. Donc ça, c'était une investigation qui était réalisée aux États-Unis, qui a vraiment lancé une première alerte. Un deuxième qui est le livre de Richard Louv, on entend parler peut-être dans vos milieux aussi, mais c'est le syndrome de manque de nature, c'est-à-dire que les enfants seraient en quelque sorte souffrants de ne pas pouvoir avoir un accès à l'extérieur. Alors, j'utilise légèrement le mot souffrant, puisque Richard Louv l'explique sur 300 et quelques pages, qu'est-ce que ça veut dire, les choses qu'on trouve chez lui. Donc, on a des situations de dépression, on a des situations de troubles moteurs, on a de constats qui étaient tirés de cela dans son livre en 2005, qui demande donc d'agir et de réfléchir à comment faire en sorte que les enfants puissent passer davantage plus de temps dehors. Après, ici, au Canada, 2015, il y a eu, en France, 2015, il y a eu cette étude nationale de nutrition de santé qui a constaté que 4 enfants sur 10 ne jouent jamais en plein air en semaine. En 2018, on voit que dans la fameuse cohorte ELF, que les enfants à partir de 2 ans passent 68% de leur temps devant les écrans tous les jours. 2021, ceci, et là on a des résultats après Covid qui vont montrer que les enfants ont passé énormément de temps derrière leurs écrans, donc a augmenté à 62%. Donc déjà, ça fait un grand constat, une grande inquiétude par rapport à cette sédentarité d'enfants qui restent à l'intérieur, qui est sorti cette année en 2024, le 17 octobre, est sorti un rapport de le Haut Conseil de famille, enfants et âge, HCFEA, qui questionne quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature, et qui nomme la chose les enfants d'intérieur. Voilà, donc on peut se poser pas mal de questions autour de qu'est-ce qui se passe avec la période d'enfance, qu'est-ce qu'on souhaite pour lui lorsqu'on le donne tous les accès à l'intérieur, mais on coupe de l'extérieur. Et quand on dit coupe de l'extérieur, bon, ce n'est pas forcément intentionnel, mais en tout cas, il y a un défi sociétal à quand même regarder ce constat. Il y a une forte urbanisation en France, 3/4 de la population vit en milieu urbain, 23% du territoire donc est urbanisé, qui va en main avec la diminution de la nature et la perte de la biodiversité. Donc là, j'ai repris une photo de site de Nanterre qui avait fait une pétition pour sauver la nature en Nanterre. Donc je trouve ces questions d'accès à la nature est toute une question et peut se poser aujourd'hui un défi. Quel accès on laisse les enfants avoir à l'espace végétal, à des friches, à des lieux où ils peuvent explorer et rencontrer d'autres vivants. Donc, c'est aussi un défi sociétal parce que lorsqu'on pense à l'enfant, quand on aménage des espaces pour lui, souvent on le pense de manière très sécuritaire. Donc, les zones clôturées, réglementées, on va bien décrire qu'est-ce que l'enfant peut faire, peut pas faire. Les adultes, qu'est-ce qu'ils doivent conseiller aux enfants à faire comme jeu. Donc, tout est préconçu. On grimpe ici, on glisse là, on se couche comme ça et non pas comme ça, etc. Et les matériaux sont très synthétiques. Donc, cette notion de contact avec du vivant, de contact avec l'autre, à la rencontre de l'autre, est quand même bien normée et voire contrainte. Ensuite, on a un autre défi qui est celui de l'omniprésence des écrans. Donc, ce sont des objets qui sont très mobiles et très attirants. En plus, le contenu est développé de manière très intelligente. Donc, le temps est usurpé par un outil qui peut être fort intéressant, mais en tout cas qui prend sur d'autres temps. Et cet autre temps d'explorer, d'aller se rencontrer, peut être aussi questionné. Et de manière sociétale, on peut se poser des questions. Quel temps on donne pour lui d'explorer. Et puis le dernier constat que je souhaite identifier, c'est celui de l'éco-anxiété.
qui est développé et constaté par pas mal de chercheurs en ce moment surtout des adolescents qui commencent à avoir un peur de la nature, mais aussi un peur pour la nature. Donc, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles autour de la perte de la biodiversité. On entend aussi beaucoup sur les catastrophes et mes pensées pour ceux en Espagne après les inondations. Voilà, donc quelle manière on accompagne nos jeunes à réaliser ce qui se passe de manière à comprendre plus les cycles de la vie et les cycles de la nature. Voilà, donc pourquoi s'intéresser en fait à cette notion de la nature, en fait, cette végétale, cette vivant qui est autour de nous. Il est important d'y penser parce que on a quelque chose qui est un peu le chapeau de toute réglementation, et celui qui est la Convention des droits de l'enfant. La France est signataire depuis 89, il a été signé, et qui dit bien et qui stipule sur tous ces articles, mais je souligne 2 articles ici, l'article 27 et le 28, sur le droit de l'enfant à avoir un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Et toute éducation doit viser à l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons, ses aptitudes mentales et physiques. Donc, toutes les mesures de ses potentialités. C'est-à-dire qu'il y a un grand consensus sur cet enfant qui a un ensemble de choses, qui n'est pas juste un cerveau à remplir avec des informations et des choses à mémoriser, mais qui a besoin d'avoir des expériences, qui a besoin de développer ses pensées et explorer par lui-même. Donc, il y a l'OMS aussi qui nous rappelle aussi l'état de santé de l'enfant et plus et au-delà de juste l'absence de maladie ou d'infirmité, que la bonne santé, c'est une vision holistique de l'être humain et que ça fait un droit fondamental. Voilà, et puis aussi, il y a beaucoup d'autres pays qui ont pris les conventions et les recommandations internationales pour faire des positions très claires auprès des gouvernements qui ont été adoptés pour que les enfants aient du temps à jouer dehors, à être en contact avec la nature, à pouvoir prendre des risques et passer un temps important à explorer. Donc, je cite le Position Paper, comme on dit au Canada, qui a été réalisé en 2015, le cadre pour les enfants, les jeunes enfants de moins de 7 ans en 2017 en Norvège, qui est intégré dans le programme scolaire, et puis le jeu dehors, qui est tout un programme soutenu par le gouvernement, partie de leur stratégie d'Écosse. Je pourrais également numérer des exemples dans différents États aux États-Unis, aussi l'Australie, le Canada et l'Allemagne qui aussi promu aujourd'hui ces pratiques. Donc, pourquoi en parler aussi de la nature auprès des enfants? Parce qu'on sait que la santé globale est touchée. On a pu constater un certain nombre de bénéfices au niveau même de l'état de microbiote. Donc, dans les cours, c'était une étude qui avait pris un cours qui était bétonné et avec un macadam. Ils ont enlevé le macadam et ils ont remplacé avec du copeaux de bois. Et c'est simple acte, hein, j'imagine que ce n'était pas si simple que ça, mais en tout cas, le fait de mettre un aliment qui peut se décomposer, qui allait du coup avoir beaucoup plus de bactéries, a modifié du coup le microbiote des intestins des enfants. Donc tout ça, ça a pu être mesuré. On peut constater que quand on est dehors, on a déjà entendu parler de ça, cette réduction de myopie, en tout cas que le muscle oculaire, il travaille autrement quand il est dans une situation de lumière naturelle et quand il a une perspective d'aller voir loin ou de près, ça lui fait travailler, qui peut être un bénéfice pour travailler ce muscle-là. On sait aussi que le développement moteur de l'enfant, on peut constater un certain nombre de choses lorsqu'ils sont dans les terrains qui sont irréguliers avec des éléments naturels tels que grimper dans les arbres ou sur les troncs ou sur les pierres qui ne sont pas forcément normalisés. Donc, l'enfant doit déployer une autre
compétence et notre attention quand il est en train de grimper. Et tout ça, ça favorise l'équilibre, la souplesse et la coordination. On sait aussi que ça peut favoriser une activité physique plus élevée. Ceci a été constaté pour les enfants plus grands. Les enfants plus petits, cela n'a été pas encore constaté qu'ils sont forcément plus actifs lorsqu'ils sont dans les cours. Donc là, on a aussi constaté une réduction de stress, donc ce qui peut contribuer à autoréguler des émotions. Oui, oui, je vous coupe. Quand vous avez dit les enfants plus grands et les enfants plus petits, c'est quel âge? Alors là, on était sur les enfants au-delà de 3 ans, on peut constater cette activité physique plus élevée. Ouais. Et les enfants plus petits, ça n'a été pas encore prouvé. On sent qu'ils dorment mieux, donc c'est quelque chose qu'on peut constater, mais que dans la cour, parfois, ils vont être justement très, très calmes, beaucoup plus dans l'intimité. D'accord, merci. Et en fait, pour après dire, il nous manque beaucoup d'études encore pour les moins de 300. Ok. Et donc, pareil, là, c'est pour les petits. Hein, ça, c'était une étude qui était réalisée pour les enfants en dessous de 4 ans qui dormaient mieux quand ils étaient à l'extérieur. Donc, ils avaient, enfin, dormaient mieux, excusez-moi, je dois bien le dire, ils dormaient plus longtemps. Donc, on ne pouvait pas garantir la qualité de sommeil, mais en tout cas, ils dormaient plus longtemps. Et cela, c'était un constat plutôt bénéfique pour l'enfant après ces journées qui étaient bien chargées. Donc, aussi, il faut s'intéresser par rapport à les potentiels, enfin, l'hypothèse existe que peut-être si on passe du temps avec du vivant, des matériaux naturels et des aliments qui proviennent de la nature, peut-être ça développerait une appréciation, en tout cas une meilleure connaissance de ces éléments et de ces autres vivants, et que ça participerait à une empathie et à une envie de prendre soin plus tard. Donc, c'est des hypothèses. Évidemment, ceci est un peu compliqué à prouver. Je le dis aussi puisque j'ai grandi dans le milieu très naturel avec mes amis, et mes amis sont aujourd'hui non pas particulièrement éco-sensibles. Donc, je pense qu'il y a bien sûr d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est un bon point de départ, en tout cas, une question à se poser. On peut aussi constater pas mal de bénéfices dans ce développement de personnel, enfin l'estime de soi, la motivation, la coopération. On a pu constater aussi, lorsque les enfants jouent dehors, les études sont très hétérogènes, donc on a des différences grandes entre le nombre d'heures, le nombre de temps. On n'a pas une mesure exacte et c'est quelque chose sur lequel on travaille dans les réseaux de recherche aujourd'hui. Comment mieux analyser pour pouvoir faire des recommandations encore plus claires. On peut constater qu'il y a une meilleure égalité garçon-fille dans les jeux, une coopération qui développe à ce niveau-là, puisque les jeux, comme ils ne sont pas normalisés ou stigmatisés de la même manière, les bâtons, les cailloux, les feuilles, les copeaux, ces éléments qui sont issus, qui proviennent naturellement de son environnement, en tout cas ce qui décompose, etc., même s'ils étaient placés par l'homme dans ces lieux, surtout dans les cours. En tout cas, ils viennent pas labellisés avec plutôt pour les garçons, plutôt pour les filles. Et donc, dans ce niveau-là, on trouve que des études peuvent constater un autre type de jeu qui évolue que quand on met un ballon ou quand on met un certain nombre de jouets de cerceaux ou autres. Et puis après, on constate aussi tout ce qui est développement cognitif, imagination, créativité et langage. On a beaucoup de choses à dire puisque comme c'est justement pas normalisé, il y a des chercheurs qui mettent l'hypothèse, en fait, ils doivent inventer ce que c'est. Donc, du coup, ça inspire ou ça éveille toute cette imagination et créativité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ces bénéfices et comme dit, les sciences s'intéressent depuis une vingtaine d'années vraiment sérieusement et on est en train de travailler sur plus de manières de mesurer ce qui est en train de se produire. Mais en tout cas, on peut venir sur un certain nombre comme je disais tout à l'heure, d'hypothèses, en tout cas d'observations qui nous tendent quelques informations intéressantes.
Et là, c'est avec vous que j'aimerais bien explorer un peu, basé sur mes observations à moi, cette socialisation qui peut se faire lorsqu'on est dehors. Et peut-être vous allez me faire un retour aussi par rapport à vos expériences. Une chose on peut quand même constater, c'est cette découverte en permanence des matières, des vivants, même de soi-même, et ses compétences, de ce qu'on peut réaliser. Et cette découverte nous met dans une autre position, une autre posture pour pouvoir s'ouvrir. Je reprends les fameuses développements de l'enfant de Winnicott. Il faut passer par le moi avant d'arriver à le non-moi. Je dois exister pour pouvoir me rendre compte que je dois me voir, me reconnaître par l'autre pour pouvoir sentir que j'existe. Donc, ce temps qu'on est dehors, en contact en permanence avec d'autres vivants, d'autres matières, d'autres découvertes, ça fortifie, enfin, en tout cas, ça va dans ce sens de découverte, de se découvrir. Le dehors est aussi un fabuleux lieu de questionner et explorer. Donc de questionner avec l'autre aussi, de trouver des choses d'intéressant, de regarder, d'observer et de prendre la personne qui est à côté pour faire ce qu'on dit en anglais la kawawamba, je cite deux chercheuses, Janet Loback et Adina Cox, qui utilisaient ce terme pour essayer de décrire comment les enfants, lorsqu'ils rencontrent quelque chose qu'ils ne savaient pas, une expression d'excitation ou de vraiment grand questionnement, voilà, qui appelle à l'autre de venir voir qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer ou découvrir. Donc, cette notion d'être à l'extérieur nous met et encourage les enfants de questionner et explorer du fait de toutes les matières qu'ils y trouvent. Ah, pardon, ça va aller un peu vite. C'est aussi un espace de mouvement. À l'extérieur, l'air frais, les différentes textures, températures, lumière, les irrégularités du sol et de ce qui pousse encourage le corps de bouger de manière vigoureuse et de trouver des positions qu'on ne va pas forcément pratiquer à l'intérieur. Donc, ce corps qui explore, ce corps qui est en mouvement aussi, va contribuer à se constituer son moi, qui je suis, qui me met dans une meilleure position ou posture de pouvoir rencontrer l'autre. Et du coup, dans cette rencontre avec l'autre, l'autre, c'est le copain, le collègue, c'est le vivant, c'est l'expérience, c'est la plante, c'est tout ce qui nous entoure, qui est innombrable, pardon, je ne peux plus parler ce soir. Autour de nous, il y a énormément de choses qui se trouvent à l'extérieur, qui peut nous interpeller et nous faire rencontrer. Et donc, on voit beaucoup de moments où les enfants partagent des expériences, pas forcément avec leurs amis, mais avec des enfants qui sont juste à côté. Donc, c'est des constats que des professionnels remontent du terrain, de cette coopération qui se tisse entre des enfants quand ils sont dans des milieux plutôt naturalisés. Voilà. Donc, là, je passe à un chapitre pour placer ce mot qui est les affordances. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je vous demande ton audience. Non, moi, je n'ai jamais entendu ce terme. D'accord. Donc, en fait, c'est une théorie qui a été développée par un psychologue, James Gibson, des années 70 aux États-Unis. Et il a travaillé autour de la perception, comment les animaux en fait survivent dans un environnement donné. Et puis il a constaté que, en fait, en tout cas, il émet cette idée que l'environnement fait des invitations, des formes d'appels par lesquels nous répondons selon notre constitution de qui nous sommes. C'est-à-dire que dans un enfant peut voir, par exemple, un arbre et vouloir grimper puisqu'il a son corps qui est en train de découvrir. Par contre, on va dire que
un chien, il ne grimpe pas l'arbre, voilà, parce qu'il n'est pas constitué ou fait pour grimper. Donc, il y a une différence entre notre condition animale, on va dire, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser et ce que l'environnement nous offre, nous invite à faire. Voilà, tout ça, peut-être j'expliquerai plus par rapport à les travaux de Morgenthaler qui est sorti cet été sur la base d'autres travaux qui étaient réalisés par Henry Heft, de faire une taxonomie de ces invitations, de ces espaces, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir pour l'enfant, pour lui inviter à faire des rencontres ou des expériences avec son corps ou d'apprendre de développer ses compétences cognitives. Voilà, donc il liste les 14, je l'ai laissé sur l'écran pendant un moment, justement pour que vous puissiez bien les voir. On ne va pas détailler tous, mais sachez que ça peut être aussi un repère par la suite. Quand vous regardez vos cours ou les espaces où vont jouer les enfants, à voir est-ce qu'il y a une diversité d'éléments, d'équipements. Et essayez d'imaginer vous-même, de répondre à ces questions. Qu'est-ce que les espaces ouverts invitent l'enfant à faire? Comment l'enfant il joue dans ces espaces qui peuvent être tout différents par rapport aux espaces qui sont des chemins ou des sentiers, qui peuvent être tout différents, par exemple, sur ce 14e point, les matériaux malléables. Donc, ces jeux et ces expériences qu'il va faire vont être très différents selon les installations et les aménagements des espaces qu'on prévoit. Donc, donc là, c'est les lieux les cours végétalisés et qui sont laissés de la place à la nature peuvent inciter beaucoup de découvertes, de questions et qui peuvent favoriser aussi le fait de bouger. Et au final, qui peut favoriser ces moments de rencontre. On n'est pas en train de se battre sur un élément de jeu. On a une diversité autour de nous qui permet de quand même aller explorer ou prendre un autre élément si ce saut-là est utilisé. Bon, peut-être on va pouvoir aller chercher d'autres choses à côté pour creuser et empiler. Donc, là, je prends l'exemple avec ces deux enfants qui étaient en train de chercher des cailloux, qui ont monté tout un jeu sur mon genou, d'ailleurs, sur les cailloux. Et puis, il y a une expression très, très créative d'aller chercher et de jouer d'une manière qui n'est pas dictée par l'objet même. Voilà, donc ces cours, enfin, on peut voir un certain nombre de choses se passer qui peut être questionné, en fait, quel intérêt on a à laisser des cours végétalisés et laisser la nature entrer. On peut trouver des choses qui sont très positives. Ça peut être des lieux très sensoriels avec des textures différentes, justement des matériaux malléables, les différentes topographies, les sentiers, la végétation. On peut aussi constater que dans ces cours, en absence de synthétique, on est en absence aussi d'un certain nombre de perturbateurs endocriniens, enfin de produits qui se décomposent dans le chaud et dans le froid différemment. Donc on peut dire qu'il y a un enjeu de santé. On peut dire aussi que c'est très économique, puisque du coup, on n'est pas en train d'acheter l'équipement, on est en train de laisser la place à ce qui arrive. Ceci peut être discutable et peut-être vous aurez les retours parce que en fait, les villes doivent quand même payer des espaces verts pour venir nettoyer régulièrement, remettre des copeaux, etc. Mais dans le fond, ce serait intéressant d'étudier l'impact économique d'avoir végétalisé les cours sur le long terme. On peut aussi voir l'intérêt par rapport à l'autonomie et à l'agentivité, c'est-à-dire l'enfant qui est acteur dans son action. Encore une fois, lorsque l'objet en soi n'est pas un objet qui est préconçu ou construit avec toute une série de normes et de règles d'usage, du coup, l'enfant, il est acteur de qu'est-ce qu'il va faire avec, comment il va le contourner à son usage. Et puis, on peut constater aussi un certain nombre de coopérations, peut-être de ce fait, puisque l'enfant est libre dans sa découverte, dans ses questions,
et dans son expression du corps, il est plus en disposition de pouvoir coopérer avec l'autre. Mais bon, ça pose aussi un certain nombre de questions aussi par rapport à le nettoyage, par rapport à quels habits, et puis même peut-être culturellement, cette notion qui reste, on entend parler de cet enfant sauvage qui n'écoute pas, qui est l'enfant roi, etc. Lorsqu'il est libre de courir dans la boue, etc. Mais ça ne veut pas dire que les cours, comme ils sont conçus, lorsqu'ils ne sont pas végétalisés, sont tout mauvais non plus, puisqu'on voit quand même qu'il y a des avantages, c'est plus propre, ils peuvent exercer la motricité, il y a l'équipement, on peut être tranquille parce que c'est conçu et sécuritaire. Il y a des apprentissages aussi, des compétences quand même physiques et cognitives qu'ils peuvent réaliser avec un équipement préconçu. Et puis, on peut trouver aussi des coopérations. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est juste qu'on peut se poser après quelques questions sur ce qu'on veut pour l'enfant, comment on le voit, comment on le considère, quels possibles sont pour lui. On peut aussi poser des questions par rapport à la chaleur qui va dégager des produits chimiques, donc beaucoup de matériel et équipement. Et puis, tout ça, ça a aussi un grand coût, un coût qui est peut-être à re-questionner par rapport à d'autres priorités où on peut mettre nos efforts financiers. Donc là, c'est un cours peut-être un peu plus grand. Pareil, je reviens sur l'image, juste avec une partie de cours qui a été donc végétalisée par rapport à peut-être les cours comme on les connaissait autrefois. Je ne sais pas si votre cours ressemblait plus à cette image à droite avant d'être végétalisé. Oui, complètement. Il y avait quand même un peu une zone avec de l'herbe et des arbres. Donc ça, c'était bien. Mais sinon, oui, c'était comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que dans le cas à droite, voilà, on peut justement se poser cette question si on reprenait des affordances, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces espaces par rapport à l'autre. Donc, quand je reviens sur la même logique, quels intérêts quand on est dans la cour végétalisée, on trouve un meilleur équilibre entre les garçons et les filles, entre leurs jeux, de courir, grimper, même s'asseoir sous des arbres ou dans des zones végétalisées. Ça invite de manière plus égale les enfants, les garçons et les filles à être ensemble, puisque j'imagine que vous avez entendu la recherche qui était autour de la cour, le terrain de foot qui était au milieu de la cour, en fait, souvent c'est utilisé et occupé par les garçons, où les filles étaient toujours un peu en marge dans les coins, elles n'avaient pas l'usage de l'espace de la même manière. Donc, quand on végétalise et quand on va mettre des objets qui sont plus naturels, on trouve que les filles reprennent un peu place dans ces zones. En tout cas, il y a une meilleure coopération d'espace. Après, pareil, on a toujours le même constat, santé, absence de synthétique est tout à fait intéressant. Et je reviens sur cette étude finlandaise sur l'état de microbiote, qu'on sait qui est tellement important pour notre système immunitaire. Donc, il y a un vrai enjeu santé qui peut être défendu. Autonomie, agentivité, on l'avait dit tout à l'heure, et coopération. Et voilà, on peut aussi se poser pour les grands, le nettoyage, les habits, et puis aussi ces questions, est-ce qu'ils vont se défouler, est-ce qu'ils vont détruire des aliments, est-ce qu'il faut remettre racheter, est-ce qu'ils auront des échardes, etc. Enfin, j'ai entendu déjà pas mal de questions par rapport à ça. Mais bon, ça c'est à mesurer avec ces autres cours qui peuvent être effectivement très, très propres. On peut faire l'exercice de motricité, on peut beaucoup courir peut-être, mais voilà, on peut se poser aussi les mêmes questions par rapport aux possibles, cette chaleur aussi sur le macadam qui peut être très important, et puis le coût de toujours acheter d'équipements, des jouets pour mettre dedans. Donc voilà, j'ai juste pris quelques images de différentes natures, comme on peut les entendre. Peut-être j'explique les images.
en haut à gauche. Du coup, c'est une image d'un jardin pédagogique à Strasbourg. Peut-être vous le connaissez. Dans ce jardin pédagogique, il y a 4 associations qui sont... et puis, les enfants d'une école passent la matinée dans ce jardin. Il y a très peu d'installations, on va dire, classiques qu'on trouve dans les cours. Et puis, ils ont du terrain. Donc, il y a des parties de pouvoir se déplacer. Il y a une grande variation de type. Après, si on passe en bas, c'est une école maternelle à Strasbourg. Qui a quand même des coins arbrés, qui a un grand espace aussi. Je ne sais pas, Séverine, si ça fait partie des cours qui seront réaménagés prochainement. Mais parfois, certaines équipes, avec les arbres et les dispositions d'un cours de cette manière, peut être très, très agréable pour les équipes pédagogiques et éventuellement pour les enfants. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nature. Évidemment, il y a l'air, le soleil, toujours quand on est dehors, et puis les arbres. Et puis en haut, l'école, ça c'est Nudorf, je crois bien. Je ne sais pas pourquoi les titres ne s'affichent pas, mais c'est pas grave. Il y a un cours qui était un cours Oasis en haut à droite. Et du coup, l'installation, c'était justement de prendre le plat et le macadam et le remplacer par cette colline au milieu qui va amener les enfants à grimper, à rouler, à passer à travers, avec toute une texture qui est quand même autre chose que de synthétique, puisqu'il s'agit de l'herbe. Bon, voilà, il y a des contraintes par rapport à ce qu'on peut faire dans un cours de quelques centaines de mètres carrés, par rapport à l'image qui est en dessous, qui s'agit d'une école, une Waldkindergarten en Allemagne. Même une Waldkrippe, c'est une crèche, mais où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de jouets, il n'y a pas d'installation. On est vraiment dans une nature, même si c'est une forêt qui a été plantée, une forêt qui est gérée. Donc, on peut dire que même cette nature n'est pas complètement sauvage, mais en tout cas, il y a très peu d'installation ou d'intervention de l'homme. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir plusieurs concepts de la nature et ce qui est bon pour les enfants. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a un qui est meilleur ou pire ou autre. Je pense que c'est des questions qui sont quand même intéressantes à regarder et regarder à travers le prisme des affordances, de voir l'enfant là-dedans, quels sont les possibles pour lui, quels sont des bénéfices pour lui, quels sont des intérêts, des points, qu'est-ce qu'il peut utiliser de manière autonome, où est-ce qu'il peut aller et comment il peut bouger son corps, comment il peut explorer, qu'est-ce qu'il va découvrir et comment et dans quels espaces il va pouvoir faire ses expériences et ses rencontres. Donc, je pense que ça, c'est un élément important pour pas faire dire que tout irait mieux si on était dans la forêt. Je ne suis pas convaincue que ça serait le seul ingrédient. Maintenant, je voulais... Séverine, juste pour le temps, est-ce qu'on est bon? Je n'ai pas l'heure devant moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut continuer tranquillement. Oui, facile, Gillian. Ok, merci. Donc, en fait, là, j'aimerais bien proposer quelques idées d'ailleurs. On avait invité la chercheuse Marketa Kita il y a 1 an à Strasbourg pour faire une conférence autour des espaces pour les enfants. Et elle nous a parlé justement de ces affordances et les possibilités pour les enfants d'avoir une mobilité indépendante. Donc, lorsque les enfants, donc elle a 4 catégories, peut-être je peux juste rapidement les expliquer parce que c'est un peu rébarbatif mon slide. Mais elle a fait ces 4 approches. En haut, en anglais, on dit wasteland. En fait, c'est comme comment on dirait ça, un endroit avec peu d'intérêt, où tout est plat, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas beaucoup de relief, il n'y a pas de vivant. C'est un terrain qui est vide et même brutal, puisqu'il n'y a pas de vie. Et dans ces espaces, on peut rencontrer ou constater qu'il y a moins de rencontres, il y a moins de coopération, il y a moins
d'exploration de la part des enfants. Et elle a questionné les enfants de 7-8 ans, à demander qu'est-ce qu'ils préféraient. Et c'est comme ça, pardon, j'aurais dû commencer avec ça, de demander quels espaces ils avaient envie d'aller et de jouer. Et donc, à partir de leurs réponses, elle leur a fait ces 4 catégories. Ensuite, si on descend en dessous, c'est le cell, donc le cellule, où l'enfant, il peut non seulement pas explorer, mais il est contraint il est limité dans ses mouvements, puisque soit il y a des dangers autour de lui, soit il y a des choses qui sont inaccessibles, comme des barrières ou des réglementations qui ne lui permettent pas d'aller explorer, aller courir, utiliser son corps ou rencontrer l'autre. Après, si on bouge à droite, c'est Glass House, où c'est la maison en verre, où parfois les enfants vont avoir quand même des choses très intéressantes autour d'eux, peut-être du vivant, de différenciation de topographie et autres, mais ils n'ont pas accès. Ils peuvent voir à travers les fenêtres, mais leur journée, soit la manière les journées sont organisées, leur mode de vie ne leur permettent pas d'accéder, ou soit parce qu'il y a des réglementations de privatisation, etc., qui ne permettent pas qu'ils puissent y aller. Et en haut, donc à droite, c'est ce qu'elle appelle le Bullerby, Child Friendly City, donc la zone où les enfants ont la possibilité d'avoir une motricité libre, un accès libre, où ils peuvent déterminer le jeu qu'ils souhaitent engager dans cet espace, qu'ils peuvent explorer et qu'ils ont la place de pouvoir le faire. Et donc, on se rend compte que dans ces lieux-là, c'est ce que les enfants préfèrent. Et un des critères, c'est d'avoir du vivant, donc d'avoir des aliments végétaux ou animaux autour d'eux. Voilà. Et donc, c'était à partir de là que Marquita Quinta travaille avec des urbanistes pour pouvoir aménager des espaces à travers le monde. Le Burberry, c'est un conte, c'est un petit village dans des histoires finlandaises, voilà, de justement un endroit pour les enfants où les enfants étaient enfin, beaucoup de mobilité et beaucoup d'autonomie. Là, on a des images de l'Allemagne. Donc, j'ai pris ça sur le site de Grünmarktschule, ce qui est les écoles vertes, et qui montre les différentes cours qui étaient végétalisées. Et ils utilisent des principes en Allemagne par rapport aux espaces. Les enfants doivent pouvoir déplacer les éléments. C'est très important pour leur autonomie et pour leur coopération, c'est qu'ils puissent être acteurs et déplacer des différentes installations, que ce soit les pierres, ou le sable, ou les branches. Ils ont besoin aussi des chemins, des endroits d'intimité, pour pouvoir non seulement se cacher, mais aussi se mettre avec l'autre, avoir un moment où ils discutent, où ils trouvent leurs amis, pour pas être forcément vus tout le temps par les autres, par les adultes. Et ils ont besoin des différentes surfaces pour qu'ils puissent aussi courir et grimper. Donc, de pouvoir bouger pleinement le corps. Donc, ces espaces sont conçus en Allemagne dans cette optique de laisser les enfants jouer, expérimenter, explorer et se rencontrer. Après, je prends un projet qu'on avait invité Louise Chaula à venir en 2020, pour 2021, pardon, pour nous parler d'une expérience au Canada, aux États-Unis, dans le Boulder, Colorado, qui est à l'ouest, l'État de l'Ouest aux États-Unis, où les enfants étaient invités à réfléchir les espaces. Donc, ils sont devenus acteurs. Ils devaient coopérer ensemble pour regarder leur ville. Donc, ce n'était pas l'école, seulement l'école, mais c'était carrément la ville de Boulder. Et imaginer qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir à ces endroits-là. Qu'est-ce qu'ils aimeraient bien, avec quoi ils aimeraient bien jouer. Et donc, les images qu'on voit à droite, c'était pris photos des différents lieux. Et ils ont donné aux enfants avec une feuille calque pour les enfants de dessiner comment ils verraient ces espaces. Donc là, on voit là où il y avait un petit peu d'eau, ils voulaient construire
bateau. Là, il voulait aussi avoir un espace où il pouvait dessiner au sol. Il voulait aussi avoir faire un musée pour les princesses. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que la ville a engagé les enfants à participer, à coopérer ensemble et à imaginer, à rêver des espaces. Et il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus, d'autres qui ne pouvaient pas. J'imagine on peut tous comprendre qu'il y a d'autres contraintes qui devaient rentrer en place. Mais plus que le résultat, c'était le processus qui était important, d'impliquer les enfants dans la manière que les espaces allaient être aménagés. Donc voilà, c'était encore un exemple d'ailleurs. Et puis après, je prends l'exemple d'ici à Strasbourg. Donc c'est pour montrer ce qu'on avait pu réaliser dans un cours qui était tout petit, 100 mètres carrés, pour dire que même les tout petites surfaces, on peut faire des choses, qui étaient bétonnées et donc on avait ce qui était là et on a travaillé avec les parents. C'était pour les tout petits, donc ils ont contribué aussi, mais c'était fait beaucoup avec les parents, de mettre de la terre et de laisser la place à la boue et la végétation. Donc voilà, ça, même dans une toute petite surface, on peut réaliser des chouettes projets et on va trouver que les enfants, quand ils y vont, ils ont énormément de choses à explorer. Et puis ils questionnent ensemble qu'est-ce que c'est. Voilà, ils montent des jeux d'imagination et autres assez fabuleuses. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous donner un aperçu des différents projets qui peuvent exister. J'arrive à les notions clés à retenir en 3 choses. La première, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cet constat qui vient d'être rendu un rapport national sur l'enfant de l'intérieur, comment l'encourager à sortir. On a tous ces états, toutes ces études qui pointent vers une inquiétude lorsque l'enfant est à l'intérieur avec la sédentarité et avec les problèmes de santé qui peuvent accroître et que réellement il y a un temps compté aujourd'hui qui est moindre, qui passe dehors, donc les deux choses qui peuvent être corrélées. Quand on est dehors, la possibilité de se socialiser est beaucoup plus augmentée, plus forte, puisque il y a beaucoup de choses de découvrir, il y a beaucoup plus d'opportunités d'expérimenter. Comme on avait vu, il y a le corps qui a des possibilités de mouvement qui est tout autre que quand on est à l'intérieur, et que quand on est sur les terrains qui sont végétalisés, là, on est sur des possibilités aussi motrices qui sont complètement autres qu'être sur le macadam et le plat. Et puis, il y a du vivant. Et le vivant, que ce soit humain ou non humain, de plantes, ces rencontres-là nous aident à savoir mieux sur nous-mêmes aussi. Et puis, le dernier point, c'est les affordances. Il y a beaucoup de choses dans ces cours Oasis qui peuvent être des points d'intérêt lorsque l'enfant est proche de la végétalisation et les aménagements qui sont conçus avec lui, pour lui. Il a un autre usage et ça valorise sa personne et ses relations qu'il forme. Voilà, donc c'était les différents points que je souhaitais voir. Il y a quelques références que je peux vous inviter à regarder. Les premières 3 sont en français. Je me permets de faire peut-être la petite pub. Richard Louv, on l'aura en conférence à Strasbourg le 3 février. Enfin, même à Strasbourg, il va venir en Zoom, donc ce sera au niveau même national, on va la diffuser, qui va parler de syndrome de manque de la nature et 20 ans plus tard, où on en est. Je souhaite tirer l'attention à un livre pour les enseignants qui s'appelle École de vivant, qui est manuel scolaire. Allez voir dans vos cours. Béatrice Vénard fait un travail exceptionnel pour aller regarder toutes les activités qui peuvent être réalisées, des moments même de partage avec les enfants,
dans leur découverte et dans leur socialisation. Donc, c'est un manuel qui est basé sur le programme scolaire, très, très intéressant et vraiment bien fait. Et puis, je cite aussi le livre qui était réalisé par l'association suisse Viva, qui va énumérer les bienfaits de l'école au ciel ouvert. Donc là, avec un recul d'à peu près 5 ans, elles vont, les auteurs, retracer les études qui ont été réalisées et aussi les constats des professionnels. Donc, c'est un très bon livre pour pouvoir confirmer les arguments que vous avez peut-être déjà développés, mais en tout cas, ça fait un bon écho à tout ce que vous êtes en train de vivre dans vos cours ou répondre à vos questions que vous pouvez peut-être voir. Après, je mets le travail qui est malheureusement pas traduit, mais de Harry Heft. C'est un urbaniste et psychologue très intéressant qui a fait ce livre Ecological Psychology in Context. Donc, il va revisiter les différentes perspectives de développement de l'enfant et notre usage d'espace. En fait, c'est pas seulement l'enfant, mais comment ces espaces nous invitent à certaines actions, en tout cas qui nous ouvrent des possibilités. Et puis le dernier qui est le livre de Kahn et Kellert, qui est Children and Nature, qui va souligner tous ces liens existants entre l'enfant et la nature et cette grande importance, cette nécessité et cette essentialité de pouvoir explorer, que les enfants puissent explorer l'environnement et les éléments naturels autour d'eux. Merci beaucoup pour la richesse de toutes tes informations, tes observations. Oui, c'était très intéressant, merci beaucoup. Tout ce suite à la végétalisation, il y a eu plusieurs fois soit des gens de la ville ou des journalistes qui sont venus nous voir, qui nous demandaient alors est-ce que ça se passe mieux, est-ce que c'est plus calme, est-ce que les enfants jouent plus, un peu comme si c'était la recette miracle et que toutes les problématiques allaient être réglées. C'est difficile à dire parce que du coup, c'est des ressentis et en fait, apporter des réponses sous forme d'études ou des choses, ça, je trouve que c'est plus intéressant que demander à… on peut nous demander, mais je trouve que c'est difficile pour nous de répondre en disant… que tout va bien. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les enfants, ils jouent beaucoup plus, c'est pas forcément plus calme. Après, toutes les problématiques qui sont liées à la violence qu'il peut y avoir ou des choses, elles restent quand même les mêmes. Nous, on est en quartier d'éducation prioritaire, il y a des choses qui sont compliquées, ça ne règle pas tout, en tout cas. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant les études. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais moi, je trouve que c'est intéressant de faire des études sur vraiment quand vous dites les enfants, ils bougent plus ou ils courent plus, ou même sur le microbiote là, que ça change la biochimie à l'intérieur des corps. Ça, je trouve que c'est des choses qui, pour le coup, c'est scientifique. Voilà, c'est pas des ressentis sur voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est toujours moi je suis convaincue, ça m'intéresse tout ça. Après, il y a des gens pour qui c'est plus difficile ou qui sont moins intéressés, et du coup, c'est pas les gens qui ont suivi la végétalisation, je parle des enseignants, c'est pas des gens qui vont s'inscrire au webinaire, et du coup, c'est difficile en fait d'arriver à emmener tout le monde si on reste entre nous, en fait, pour ces formations, pour ces choses. Je sais que vous n'avez pas la main, mais je pense que c'est un vrai sujet de comment emmener les autres, parce que emmener ceux qui sont déjà convaincus, c'est quand même… c'est bien, mais je pense que fondamentalement, il faut réfléchir à comment on peut faire avec les autres. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais bien réagir peut-être sur la première partie, ce que vous disiez, et je peux que partager ça avec vous. Il faut faire attention d'attendre des miracles dans les cours végétalisés. Je pense que on est tous d'accord que aussi c'est un projet pour l'enfant. Est-ce qu'on veut un enfant meilleur de ce qu'il est
Je pense que c'est pas le but. C'est l'enfant, il est là où il est. C'est pas que puisqu'on le végétalise qu'il sera meilleur ou que notre enfant qui n'a pas un cours végétalisé. Donc, je pense que c'est effectivement, il faut faire très attention avec ça et de pas mettre en attente que tout ira mieux puisque le cours est végétalisé. Je pense que ce qui est intéressant, peut-être comme point de départ, et c'est pour ça que je commence toujours avec ça, et de reprendre les arguments sur ce que nos projets pour l'enfance, en fait, qu'est-ce qu'on souhaite dans sa journée dans l'institution, qu'est-ce qu'on souhaite pour lui, de type de rencontre. Et par rapport à cet éloignement de d'autres vivants, s'il passe beaucoup de temps à l'intérieur, il manque, il est en train de limiter, entre guillemets, ou en tout cas, c'est pas le mot limiter, mais en tout cas, ces rencontres, les possibilités de rencontres sont quand même moindres que quand il va rencontrer d'autres vivants, en fait, d'autres animaux, d'autres insectes, d'autres arbres. Donc, dans ce projet de socialisation de l'enfant, qui est quand même un élément très important à l'école et d'ailleurs dans le programme, c'est un argument qui peut être entendable, de diversifier les rencontres qu'il peut avoir. Donc, je ne sais pas, dans ces constats où on se rend compte qu'à l'extérieur de l'école, parfois les enfants n'ont pas ces moments de socialisation avec d'autres vivants. Et c'est ça qui peut nous interpeller quand on est enseignant. J'imagine que vous le faites déjà, mais donc je pense que ça, c'est quelque chose effectivement de pas tout reposer sur les sciences. On va avoir toujours de difficultés à prouver que ça va mieux, etc. à l'extérieur, parce que l'humain, et heureusement, il est complexe. Donc, pointer sur tous les facteurs qui vont l'améliorer va être un grand tâche. Mais en tout cas, de trouver peut-être de bon sens ou dans nos projets déjà de l'établissement, comment cette cours répond à quelque chose. Et je pense qu'on va y retrouver les choses puisque toute cette affordance, comme je viens de dire, toutes ces possibilités que peut offrir la rencontre avec des vivants et d'autres éléments naturels peut provoquer. Donc, c'était juste pour faire, je suis d'accord avec vous, je suis loin de dire qu'il y a une recette et je pense que quand on approche les espaces extérieurs, il faut faire attention de ne pas essayer de coller ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est très important de respecter là d'où on vient et aussi respecter l'enfant qui est un individu avec ses propres envies. Un enfant qui ne veut pas toucher la boue, c'est pas grave, hein. c'est pas une nécessité dans sa journée. Après, peut-être c'est autre chose qui ne veut pas toucher la boue, c'est peut-être parce qu'il a peur. Et pourquoi il a peur? Et d'aller creuser d'autres choses, c'est beaucoup plus intéressant que du fait que l'objectif c'est qu'il touche la boue. Voilà. Oui, ce que tu disais, Gilliane, me fait penser au témoignage que j'ai eu récemment d'un responsable périscolaire de site, donc d'une école qui est à présent végétalisée à la Robertso. Et donc lui, il évoquait trois grands aspects importants à prendre en compte, qui permet de comprendre que la façon dont la cour est conçue, c'est un élément parmi d'autres, mais qui peut favoriser ce qui va déjà bien en fait. Il parlait bien sûr des équipes, du travail de ces équipes, de la cohésion qu'il peut y avoir au sein d'une école entre les équipes éducatives, les équipes pédagogiques, l'intervention des parents aussi. Est-ce que les parents jouent un rôle positif ou pas? Donc ça, c'était la première chose qu'il mettait en avant. Il mettait aussi en avant eh bien, comment dire, les attentes des parents et la reconnaissance aussi par les parents du travail qui est fait dans l'école, qui est un facteur très favorable en fait pour encourager les équipes et permettre une bonne ambiance dans l'établissement scolaire. Et puis donc le troisième aspect qui est qu'est-ce qu'on offre aux enfants dans le cadre des espaces extérieurs de leur école. Et lui, ce qu'il constatait, c'est que il y a moins d'excitation dans la cour. Les enfants ont plus de diversité, effectivement, d'activités à mener, et que chacun a plus de chances de trouver ce qui lui convient, de trouver quelque chose à son goût. Et que, donc, ça avait tendance quand même lui, il a le sentiment à apaiser le climat général, mais aussi parce que les deux autres éléments favorables étaient également présents. Voilà, c'était
effectivement, pour aller dans le sens de ce que c'est pas miraculeux, mais ça permet quand même d'autres choses. Oui, je pense que c'est là, on peut mesurer aujourd'hui, il y a eu des études qui ont constaté l'apaisement le battement de le cœur, la profondeur de la respiration. En fait, il y a des choses, des mesures quand même sur la manière que les personnes, alors là, c'était fait plutôt avec un groupe d'adultes, la manière qu'ils réagissent, le contact avec la nature et sur leur corps, en fait, voilà, c'est quand même intéressant de voir que ça nous impacte, c'est pas rien anodin. Le fait d'être dehors et entouré par la végétalisation, on sait que ben voilà, il y a des études qui ont montré que les femmes qui ont accouché et qui avaient une vue d'arbres de leur chambre de maternité avaient moins de tendance à voir la dépression. Enfin, donc, toutes ces... Je sais pas, c'est très, très, très complexe tout ça, mais on est en train de décortiquer petit à petit avec des études qui sont menées. On croit juste à quel point ce contact et cet environnement végétal et vivant autour de nous, comme le bullberry, comme cet exemple que Kita met, combien ça nous impacte de manière positive. Mais on est très conscient, c'est pas que ça. Et c'est aussi important de mettre dans la mesure des choses. Donc, mais c'est déjà une partie de cet environnement-là, cette maison qui est extérieure, qui est important à soigner et à porter attention. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de choses différentes. Ça multiplie les possibilités d'activité ou de découverte. C'est beaucoup plus riche que juste une cour carrée. Voilà, effectivement, quand vous parlez de jeux spontanés ou de devoir créer des jeux, trouver des jeux avec les matériaux ou les endroits ou les coins qu'ils ont, c'est vrai que c'est vraiment, ça se met en place vraiment spontanément, ça. Et puis, je pense que ça répond à l'enfant. Enfin, on a une petite tendance à regarder l'enfant problème. Donc, comment on va pallier à ces problématiques qu'il est trop bruyant. Et voilà, maintenant, on a toute une liste de problèmes chez les enfants qu'on énumère dans plein de cercles. Mais quand on change aussi de perspective et on voit ces espaces pour apprécier l'enfant là où il est, et je pense que l'extérieur et ces cours végétalisés, en tout cas ces expériences proches de la nature, lui permet d'être là où il est et d'avoir un reconfort, de ne pas être dans une mesure de compétition, de ne pas être dans une mesure de contrainte. Et je pense que ça lui apaise quelque part. L'arbre lui donne rien. Voilà, l'herbe, elle est fraîche, elle veut pas lui solliciter un comportement particulier. Et je pense que ça, c'était pas l'herbe, elle pousse. Bon, même si on le coupe et on le plante, donc elle est quand même quelque part une intervention de l'homme, mais elle pousse d'elle-même. Et je pense que ça a quelque chose qui peut-être qui peut même résonner chez l'enfant à un niveau cognitif chez lui. Donc, voilà, je pense que c'est d'être en contact avec les éléments naturels, je pense pour l'enfant, a du sens. Ça fait du sens. Et ça enlève la pression, peut-être effectivement de compétition ou de toujours être à respecter tout ce qui est les normes que demandent d'autres équipements et d'autres enfants qui vont utiliser à la place d'eux, etc. Donc, mais bon, ça serait intéressant d'avoir votre retour après, avec un peu de recul aussi sur le cours qui a été réalisé. C'était réalisé en quelle année? Ça vient d'être fait. Et ben, du coup, alors il y a eu deux parties, il y avait deux cours, donc, mais celle que nous on utilise avec les CP, CE1, il y a eu, donc, toute l'année dernière, c'était fait, je pense que ça fait 1 an et demi, bah, presque 2 ans. Ça a commencé à la Toussaint il y a 2 ans, il me semble. Mais alors au début, il y avait les travaux, après, c'était pas encore planté, donc ça s'est fait sur 6 mois. Donc on va dire 1 an et demi, je dirais. Et là, j'ai l'impression que c'est la première année où on va avoir le cycle entier de la végétation, avec vraiment les feuilles qui
qui tombent, qui poussent, voilà. Donc, Et est-ce que vous gardez un journal avec les enfants, avec ce qui se passe, ou est-ce que même vos propres observations? non, bah, on n'a pas spécialement de journal. Après, on observe. Voilà, on n'a pas. On pourrait, mais on n'a pas, ça n'a pas mis en place. Ça sera notre projet de recherche, Oui, voilà. action. Ça sera mettre en place, effectivement, de voir comment ces cours comment ça vit. Parce que je pense que c'est quelque chose assez nouveau en France, en fait, cette végétalisation. Donc, quand je vous ai cité les études, il n'y a pas une étude que j'ai citée qui a eu lieu en France. C'est ça Oui, aussi oui. un peu la problématique de la chose. Donc, il faut pas. Là, je pourrais passer beaucoup plus de détails à chaque étude, en fait, vraiment mettre en valeur les contextes culturels, les contextes même de professionnels, le nombre d'enfants. Enfin, voilà, il y a des contextes très spécifiques, et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est très hétérogène de différentes conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et puis aussi, la posture des enseignants va être différente selon un pays ou un autre. Donc, c'est lié avec énormément de facteurs. Mais bon, je pense que cette végétalisation va dans un premier pas vers autre chose, et une autre manière de regarder l'enfant, de regarder l'espace, de regarder ce que l'enfant, comment il peut utiliser les espaces, et qu'est-ce qu'il peut en ressentir aussi. Voilà, donc, et puis comment il forme d'autres types de relations. Donc ça, je pense que ce sont des axes potentiels pour d'autres projets en France de recherche. Mais en tout cas, si jamais vous êtes tenté de regarder un journal de bord, ça peut être avoir beaucoup de valeur par la suite pour les chercheurs de mieux connaître. Mais bon, j'imagine que vous avez déjà pas mal de travail. Oui. Après, je sais que bon, ça n'a rien à voir avec le journal de bord, mais je sais qu'ils étaient venus faire des mesures de bruit avant la végétalisation, et après, je crois qu'ils étaient revenus. Après, la semaine dernière, il y a eu toute l'expérimentation avec les gilets connectés, là, vous avez entendu parler. Voilà, donc ça, c'était aussi, ils sont venus dans notre école. Mais du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas spécialement de retour sur tout ça. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir des fois des... Après, c'est vrai que des fois, les études ou les recherches, ça prend longtemps, et c'est pas. Mais voilà. Donc, par rapport au bruit, par exemple, je sais qu'on n'a pas eu de retour spécifique. Je sais même pas si c'était probant, en fait, parce que finalement, le bruit, c'est pas forcément synonyme de fait que ça se passe mal dans la cour, en fait. C'est pas parce que les enfants ils crient que, au contraire, là, voilà, ils crient parce qu'ils jouent, ils se cachent, ils se trouvent d'un coup. Enfin, voilà, c'est. Donc, je sais pas ce que ça donnait. Je sais pas, Madame Macélis, vous savez, vous en avez entendu parler de ces études? J'en ai entendu parler, en particulier par le directeur de votre école, qui m'en a fait état également. Je ne sais pas quel est le résultat finalement, quel enseignement on peut en tirer. Je pense que c'est encore à l'étude, et puis certainement ça va être fait dans d'autres écoles pour que ça soit significatif comme résultat. La ville de Strasbourg, bien sûr, a envie de pouvoir objectiver les bénéfices qui sont mis à disposition des enfants. Mais il faut le faire sur un nombre quand même suffisant d'écoles pour que les données soient valables. Et ils vont pouvoir le faire, parce que là, en 6 années, quand la mandature sera terminée, il y aura quand même presque une centaine d'établissements qui seront concernés. Mais voilà, il faut le temps de mettre en place les protocoles, etc. Mais bien sûr, tout le monde est très demandeur de ça, c'est fondamental, hein, oui. Moi, j'avais envie de rebondir rapidement, et puis on va bientôt s'arrêter, sur quelque chose que tu évoquais, Gillian, par rapport à l'aspect culturel. Donc, on cite souvent l'Allemagne, on cite souvent les pays scandinaves, aussi le Canada. Est-ce que dans ces pays-là, il y a eu, comment dire, une espèce de tendance comme en France, à une certaine période, de vouloir tout mettre propre, bétonner, etc., et qu'on est revenu en arrière, simplement ça s'est fait plus tôt qu'en France, ou bien on n'a jamais eu cette situation d'enfants qui sont vraiment coupés coupés des milieux naturels, et comment on explique en fait cette aussi grande différence,
Et pourquoi ils sont tellement en avance sur nous? Voilà, qu'est-ce que tu as comme élément de réponse par rapport à ça? Ouais, c'est pas je pourrais pas dire autrement parce que j'ai pas vraiment étudié la question. Donc, tout ce que je peux peut-être citer, c'est que Marketa Kita, quand elle est intervenue, elle nous expliquait son projet de recherche est venu du fait que justement, ils avaient fait un constat de plus de béton, plus d'enfants qui étaient à l'intérieur. Donc, ses études, enfin, ses recherches remontent jusqu'en 2002. Donc, ça fait plus de 22 ans qu'elle est en train de faire la recherche là-dessus. Et l'idée est venue du fait qu'il y avait l'inquiétude que les enfants ne pouvaient plus prendre de risques, que tout devenait très clean, propre, bétonné. Donc, mais je n'ai pas d'autres chiffres par rapport à ça. Louise Charles aussi a parlé aux États-Unis, à Boulder, que c'était un projet de vouloir retourner à la nature grâce à tous les travaux qui étaient en train d'être menés là-bas et les constats que les enfants étaient éloignés. Donc, c'était la ville qui s'accaparait de ce sujet pour pouvoir dire on y va avec l'université et des institutions pour des établissements scolaires pour réfléchir à la ville autrement, de ville à hauteur d'enfant, comment le mettre à l'enfant acteur, etc. Donc ça, c'est des projets qui sont nés soit d'initiatives de recherche ou initiatives de collectivités qui se sont posées des questions, en fait. Mais j'ai pas des statistiques. Alors après, en Allemagne, c'est un peu différent de fait aussi de leur système politique. Donc, ils sont des Länder et n'ont pas une éducation nationale de ma manière en France. Et puis, ils ont une culture très grune. Hein. C'est une culture très verte. De manière générale, ils ont Frédéric Frebel, hein, qui est un pédagogue du 19e siècle, qui était celui qui a mené ses premières Waldkindergarten, ses premières écoles de forêt. C'était vraiment quelque chose qui était ancré dans leur culture hein, depuis le début de la scolarisation. Bon, en France, on a eu quand même d'autres tournures autour de ça. Il ne faut pas oublier que la nature faisait partie hein, de beaucoup de recettes pour l'école. Il fallait que les enfants soient dehors. Ovide de Crowley en parle, Kergemard aussi. Enfin, donc, les gens qui ont fondé l'école en France reconnaissaient l'extérieur, l'importance de jouer dehors. Donc, voilà, à quel moment ça basculait vers autre chose, on peut. C'est pas un axe que j'ai étudié. Après, je peux y mettre plein d'hypothèses. Mais en tout cas, c'est passionnant. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous êtes dans d'autres réseaux de classes dehors ou des initiatives qui se passent à l'extérieur? Est-ce que vous avez une manière de vous informer un peu de ce qui se passe à travers la France ou... Là, avec ma classe, là, cette année, on travaille avec Cine Bussière, justement, pour l'école du dehors. Bon, mais je leur ai dit la même chose parce qu'eux aussi, ils proposent des formations très intéressantes pour les enseignants les mercredis. Alors, elle m'a dit exactement la même chose. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, moi, je ne veux pas parler politique, mais il y a quand même quelque chose dans l'idée de demander aux gens, en général des femmes, parce que c'est quand même l'enseignement, c'est un métier féminin. Voilà, on revient là, où on se dit, de toute façon, c'est soit ça, soit rien, parce qu'on n'arrive pas à avoir des financements de la part de l'Éducation nationale. Donc, on trouve à nouveau voilà, on fait un métier passion, alors c'est normal qu'on le prenne sur notre temps, parce que sinon, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais en fait, derrière ça, c'est ça que ça crée, en fait. Et du coup, ça alimente ce côté-là. Voilà, c'est juste qu'il faut juste en avoir conscience, parce qu'après, on peut ne pas s'en rendre compte, mais quand on en a conscience, on se dit, bon, alors, voilà, c'est tout. Et je pense que c'est voilà. Donc c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Voilà. Et moi, du coup, le Cine Bussière, voilà, on travaille avec eux cette année. J'ai fait des formations avec eux aussi, voilà. Après, à petite dose, et je suis un peu l'école du dehors sur les sites internet ou il y a un groupe Facebook, voilà.